nous avions promis de revenir. On est là. Et nous sommes avec nos invités, Firmin Kouagbo et Adam Adjorno. Et ce dernier a la parole puisqu'il... Oui. En fait, je voulais ajouter, vous savez, nous journalistes, de toutes les façons, c'est vrai que lorsque vous prenez les officiels, j'écoutais aujourd'hui au niveau de l'AFI, que les officiels au niveau du Mali ne commandent pas les rumeurs. Mais c'est que nous, au niveau des journalistes, nous ne publions pas les rumeurs. Ouais. Mais nous avons un œil regardant sur les rumeurs. Puisque ce sont les rumeurs. Tout ce qui a été formalisé vient toujours des rumeurs. Et là, ça nous permet véritablement donc de poser, de pouvoir faire des recherches, de colmater dans des brèches pour réellement trouver ce qu'il y a dans ces rumeurs-là. Et tout ce qui a été dans des rumeurs au niveau du qu'au jour d'aujourd'hui, de toutes les façons, on l'a dit, lorsque vous prenez les interrogations qui se font aujourd'hui, on a toujours dit qu'il soit au niveau du Mali, parlant du groupe Wagner, on a beau critiquer les journalistes qui essaient aujourd'hui de pouvoir mettre sur la place publique. On voit ces rumeurs. Tout à fait, qui commencent déjà pas devenir des réalités. Donc, de toutes les façons, c'était pour dire que nous ne publions pas des rumeurs, mais nous avons un œil véritablement regardant sur les rumeurs. Donc, je pense que sur je prends la parole maintenant vous pour sur le sujet sur le Togo. Bon, soit on va directement au Togo, si vous le souhaitez. Puisque, allez-y. Moi, c'est juste demander à la CEDEAO et aux Nations Unies d'être beaucoup plus fermes avec les poutistes. Parce que ce qui se passe est grave. Vous imaginez, dans une même année, vous allez voir le Tchad, coup d'État, Mali, coup d'État. Bon, le Tchad, Idriss Déby, lui, il a été tué au fond. Oui, il a été tué, mais le président de l'Assemblée nationale devrait prendre le pouvoir. Oui, mais quelqu'un même faisait la sommation des coups d'État qui sont institutionnels, des coups d'État armés en Afrique, il a comptabilisé près de 200. Donc, de toutes les façons qu'ils soient des coups d'État institutionnels ou des coups d'État forcés, c'est le même coup d'État. Mais on va pas les dissocier. On a fait entorse à une ordre constitutionnelle établie, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Donc, vous imaginez 2021, vous imaginez Tchad, Mali, comment on l'appelle, Mali, Guinée, c'est grave déjà. On voit la communauté internationale impuissante face à cette situation. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ce qu'elle peut faire, c'est d'adopter des mesures beaucoup plus contraignantes, que la communauté internationale soit beaucoup plus coercitive dans cette démarche. Et là, c'est fini. Ça va une force spéciale. Une force spéciale. Parce qu'on ne peut pas laisser continuer comme ça. Vous imaginez, c'est grave. C'est comme nous sommes en train de retourner aux années 50, aux années 60, aux années 80. Mais c'est grave pour la démocratie africaine. Après 30 ans d'apprentissage démocratique, on s'adonne encore à ça, là. Vous imaginez? Non, comme on dit apprentissage, moi, je ne suis pas d'accord avec ce 30 ans. Je ne sais pas quel métier on ira apprendre 30 ans et on ne l'a pas encore maîtrisé. Donc, de toutes les façons, nous sommes déjà des professionnels. Nous sommes déjà dans l'aide démocratique. Après 30 ans, je pense que parlant de l'apprentissage, 10 ans suffisent quand même, quelle que soit la complexité de la matière. 10 ans même, c'est trop. Donc 30 ans, on n'est plus dans l'apprentissage. Mais là, regarde, Adam, après 30 ans, on s'adonne encore des coups d'État. Ça veut dire que peut-être on a mal appris nos leçons. Ouais, c'est on a mal appris nos leçons, vous imaginez? C'est dommage. Avant ces mesures contraignantes contre les coups d'État, il faut aussi des mesures contre des changements de constitution et autres. Oui, sur ce point-là, moi je dis, j'ai compris que les Africains n'arrivent pas à s'en sortir avec ces 2 mandats, 3 mandats. Oui. Il y a d'aucuns qui disent... On change complètement les choses. On change complètement les choses. C'est-à-dire, si vous adoptez aujourd'hui deux mandats, il y a peut-être d'autres qui vont venir et vont dire, aux États-Unis, on n'avait pas limité le mandat, en France, on n'a pas limité, en Allemagne, c'est pas limité. Donc, des gens vont venir dire des choses comme ça. Non, c'est que c'est pas écrit. Oui, mais je dis... C'est écrit récemment, lorsque nous prenons pas... Oui, non, c'est ce que les gens disent souvent. Oui. Donc, c'est pour ça que moi je dis, il faut aller à d'autres paradigmes, quoi. C'est-à-dire se dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou soit cette histoire de 2 mandats, 3 mandats, on les écarte carrément du débat, on adopte nos constitutions avec des mandats illimités, ou soit on fait une sorte de royauté comme on le fait. Oui, mais royauté ou régime. Ou soit on voit le régime approprié, adapté, approprié à l'Afrique. Ou soit, ce que moi je peux demander encore, qu'on organise une grande rencontre, peut-être dans la région ouest-africaine, CEMAC, au niveau Afrique du Sud, région australe et autres, qu'on se dise, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel type de constitution, quel type de régime est adapté à l'Afrique? Si on ne fait pas ça là, du jour au lendemain, quelqu'un va venir, il va sauter le verrou, d'autres vont venir placer. Si on met 3, certains viendront mettre 4. Oui, c'est que, vous savez, le grand problème des pays africains, c'est qu'on n'a pas su tirer les leçons des crises institutionnelles constitutionnelles que nous avions connues par le passé. Exactement. Et justement, le fait est également que nous n'avons pas su également adapter
cette démocratie à nos réalités, c'est ça. La même chose aujourd'hui, lorsque vous prenez les fils de toute la crise que nous connaissons, même concernant cette crise sanitaire-là, cela devient. C'est justement parce qu'il y a des réalités liées donc à l'Afrique qu'on essaie aussi bien d'ignorer. Entre-temps, c'est vrai qu'on a commencé déjà par faire avancer la cohabitation entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Dans d'autres pays, ça a été pratiquement un succès. Mais aujourd'hui, nous voyons avec cette crise-là que ça a été carrément relégué, disons, au calendes grec. Mais au même moment, on sait pertinemment que nous avons des potentialités dans nos pays qui peuvent aller en adéquation avec ces prérogatives qu'on essaie aujourd'hui de pouvoir venir. Parce qu'aujourd'hui, aucun scientifique aujourd'hui nous dira que voilà, depuis que ces comités scientifiques-là sont mis en place, dites-moi, quelle preuve scientifique, c'est juste, quel scientifique, ces scientifiques-là ont pu prouver pour nous démontrer que voilà, Corona version togolaise ou Corona pris dans sa globalité, voilà ce que nous ne prouvons rien. On calque les opinions. Ouais, voilà, donc c'est une scientifique d'opinion ou une scientifique d'humeur que nous essayons de voir. Et justement, je me dis aujourd'hui, il faut changer également de paradigme, comme le disait Firmin Tekou Agbo, et faire en sorte que nous puissions donc instaurer nos réalités dans certaines planifications, que ce soit n'importe quelle crise. Et je pense qu'on trouvera les vraies réponses. Et aujourd'hui, il faudrait quand même qu'il y ait de grandes rencontres pour faire en sorte que nous ayons des constitutions que personne ne pourra aujourd'hui déboussoler. C'est vrai aujourd'hui, même si nous prenons au niveau des États-Unis, ça a eu quand même à démontrer que quelque part il est temps. Et je pense que les grandes voix au niveau des États-Unis commencent par se lever en disant que véritablement il est temps qu'on puisse toucher un certain nombre de nos constitutions, puisque ce n'est plus tellement dans l'air du temps. Avant de parler justement du Togo, votre centre justement lutte pour cela. Oui, bien sûr, c'est des grandes rencontres que nous allons organiser avec le temps pour réfléchir à ça. Parce que aujourd'hui, moi, je ne reproche plus tellement de choses au chef d'État. Parce que eux, ils sont en train de le faire aujourd'hui. Ouattara l'a fait, Condé l'a fait, d'autres le feront. Mais on leur reproche des choses, mais d'autres qui viendront aussi, peut-être leur emboîteront le pas. Moi, je me dis, il faut aujourd'hui asseoir de grandes rencontres, réfléchir à comment adapter nos constitutions ou avoir des conditions qui s'adaptent le mieux à nos réalités. C'est pour cela que je parle de géopolitique, c'est-à-dire voir un peu comment ça se passe ailleurs, comment ça peut se passer ici, mais en tenant bien sûr compte de nos réalités. J'ai l'habitude de citer quelque chose. Les Allemands, j'aime citer ça, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont dit, mais vous imaginez, on a besoin de temps pour reconstruire notre pays. Alors, le gouvernement allemand, à l'époque, avait appelé les syndicalistes, les partis politiques, leur dit, et a organisé une grande rencontre à l'époque, leur a dit, maintenant, vous savez, les amis, cette histoire de crise, manifestation, nous allons oublier ça, nous allons taire ça pendant un moment. Pendant 50 ans, nous allons construire notre pays. Et après 50 ans, on pourrait reprendre ces histoires de démocratie, ces histoires de manifestation. Et les Allemands ont pris 50 ans pour construire leur pays, pour reconstruire leur pays. Et aujourd'hui, les Allemands sont devenus la première puissance d'Europe. Vous imaginez, donc ça a tenu compte de leur réalité. Nous, on n'est pas encore arrivé à un niveau de développement et on veut faire comme les Occidentaux. Ce n'est pas possible. Donc moi, je me dis, avec le temps... Ce sont ces mêmes Occidentaux qui imposent cela. Qui imposent cela. Et aussi, nous voulons copier. Alors qu'on n'arrive pas... On n'a pas le choix. Non, on a le choix. Mais c'est-à-dire, c'est parce qu'on a le choix. On n'arrive pas à dire la vérité. Ça, on n'arrive pas à s'en sortir. Il faut qu'on se dise la vérité. On n'arrive pas à s'en sortir avec ces histoires de 2 mandats, 3 mandats. Le problème, ce n'est pas Alpha Condé. Le problème, ce n'est pas Ouattara. Le problème, ce n'est pas Fonya Singbe. C'est parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec ces histoires de 2 mandats, 3 mandats. Il faut qu'on change carrément de paradigme. Il faut qu'on revoie nos constitutions et qu'on les taille conformément à nos réalités. Sinon, ça ne marchera pas. Oui, vous permettez, c'est vrai que par le passé, si cela pouvait être justifié par le fait que nous n'avons pas eu les profils nécessaires pour réellement faire intervenir nos aspects culturels dans les conditions établies aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Prenons aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui que nous n'avons pas les profils nécessaires pour peut-être établir des constitutions liées à notre vie. Il y en a plein, nous avons beaucoup de cerveaux. Tous les pays africains aujourd'hui, tous les cerveaux. Donc ce n'est plus la même explication par le passé. C'est vrai qu'on le justifiait par le fait que nous n'avons pas de grands constitutionnalistes, de grandes têtes pensantes qui puissent donc faire le job. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, la réalité a changé et nous devons s'adapter avec cette nouvelle donne. Une seconde, vous savez, il y a quelque chose de bizarre. Juste au lendemain de la conférence nationale au Togo,
les Togolais ont opté pour le régime semi-présidentiel parce que c'était le régime français. Ouais. Donc, ils ont opté pour les Togolais. Or, c'est un régime dangereux que beaucoup de pays occidentaux fuient. Quand vous voyez l'Allemagne dit non, je ne veux pas de régime semi-présidentiel, régime parlementaire. Quand vous voyez le Luxembourg, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, eux tous disent régime parlementaire parce que c'est un régime dangereux. Vous imaginez les pays occidentaux qui fuient ce régime, mais les Togolais qui n'ont jamais pratiqué ce genre de régime vont s'inspirer et vont copier intégralement la constitution française pour en faire la constitution. Les Togolais vont aussi fuir cela. On ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. Non, c'est un souhait. C'est un souhait. Il faut qu'on y aille. Je pense qu'il faille qu'on organise de grandes rencontres pour réfléchir. Parce que ce n'est pas une question de Alpha Condé ou de Ouattara ou de Faure Gnassingbé. La transition est plantée. On va justement parler du Togo. On a vu les réformes, tous azimuts et surtout en profondeur du ministre de l'Éducation, professeur Dodi Kokoroko, Adam Adjornou. Les cotisations parallèles également sont dans la ligne de mire du ministre de l'Éducation nationale. Oui, je pense que cette nouvelle sortie du ministre, le professeur Dodi Kokoroko, montre à suffisance que c'est quelqu'un qui tient véritablement la manette de son institution. Et il ne se laisse pas distraire. Et je l'ai dit, il a trouvé les moyens nécessaires en ce qui concerne également les profils. Puisque de toute évidence, c'est vrai qu'une chose est de pouvoir faire le constat, mais l'autre chose est d'avoir les profils nécessaires qui vous remontent les informations sur le respect de cette mesure-là. C'est ce qu'on n'a pas totalement. C'est vrai qu'au niveau de Lomé, on sait pertinemment que lorsque vous prenez les inspecteurs ou vous prenez les conseillers pédagogiques, il peut y avoir une visite inopinée d'un envoyé d'un ministre pour constater réellement si vous êtes sur le terrain, pour lui refaire donc le retour. Donc au Togo, on est plus à Lomé ou carrément dans les grandes agglomérations, on est beaucoup plus regardant sur ces aspects de la chose. Mais lorsque vous poussez la réflexion plus loin, vous allez dans les points les plus reculés, ce n'est pas évident. C'est en cela que moi je salue le fait que il a eu les moyens ou l'ingéniosité de pouvoir recruter encore d'autres inspecteurs et les conseillers pédagogiques qui ne seront plus des inspecteurs de bureau, mais des inspecteurs de terrain pour faire appliquer rigoureusement cette mesure-là. Et d'abord, en nuançant, il faut d'abord saluer le fait qu'entre-temps, les parents d'élèves ou certains des chefs d'établissement avaient estimé qu'avec la suspension entre griffes pour raison de coronavirus des paiements, des frais scolaires, les gens avaient estimé que voilà, donc cette cotisation parallèle ne serait plus de mise. Puis entre-temps, il y a eu également des formulaires ou carrément des communiqués qui laissaient présager qu'il faudrait quand même qu'au niveau des besoins de chaque établissement, qu'on puisse remonter ces besoins-là au niveau central pour que le gouvernement sache réellement quels sont les besoins. Mais ça aussi serait quand même une politique d'inachevé dans la mesure où le gouvernement n'a pas aujourd'hui les moyens totalement pour s'occuper entièrement des besoins des établissements. Lorsque vous prenez de toutes les façons, il peut y avoir des recrutements, même tout l'effectif qui est, je prête le mot à un ancien ministre du Togo qui disait que quels que soient des effectifs sortis d'école aujourd'hui recrutés, ne pourront pas résoudre, disons, la question de l'effectif des enseignants qu'on a besoin au Togo. Ça veut dire quelque part que le gouvernement n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir s'attaquer réellement à tous les besoins des enseignants, que ce soit au niveau de leur recrutement, que ce soit au niveau du matériel didactique, etc. Il n'a pas les moyens. C'est en cela que ce communiqué-là vient reconforter, disons, ces chefs d'établissement et ces parents que voilà, on peut toujours continuer par percevoir ces cotisations parallèles même à la hauteur instruite et instaurée par l'État. Certains exagèrent, ils se disent que voilà, nous avons tel besoin et lorsque nous calculons un peu l'effectif, lorsque nous les cotisons, ça ne permettra pas de couvrir entièrement donc, les besoins de l'établissement. Donc peut-être qu'il faut en demander plus. C'est ce qui fait que les gens essaient un peu de contourner, disons, les dispositions du gouvernement en essayant de pouvoir instaurer d'autres frais indus. Et que le gouvernement, le ministre Kokoroko essaie un peu de rappeler à ces chefs d'établissement que vous êtes tenus de respecter disons, les exigences que le gouvernement a instaurées, quels que soient vos besoins. Maintenant, cela n'explique pas le fait que le gouvernement a signé forfait sur un certain nombre de besoins. Ça va in crescendo. Et lorsque nous prenons aujourd'hui dans les planifications, que ce soit au niveau de la dotation en ce qui concerne donc les matériels, les tables bancs, la constitution de salles de classe et d'autres également, le gouvernement a fait des planifications. C'est pourquoi, entre-temps, je pense que la semaine passée ou passée, nous essayons un peu de dire qu'aujourd'hui, au niveau de cette gestion, assez tous les résultats où les ministres ont droit de répondre, de pouvoir pétamment justifier les pas qui sont posés dans la gestion de leur cabinet. Chaque ministre a essayé un peu de dévoiler
Et ce qu'il a fait n'est pas posé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pense que lorsque vous prenez le ministère de l'enseignement primaire et secondaire du professeur Doji Kokoro, vous constaterez réellement de ce qui est prévu pour cette année scolaire. Et je le disais tantôt, ça ne peut pas couvrir tous les besoins. En témoigne le fait qu'on a autorisé cette marge de manœuvre. Mais il faudrait que l'exigence soit de respecter le délai. Sans quoi, on va naturellement aussi affecter la poche de ces parents-là. Puisque, en fait, le but de cette mesure-là, c'est de faire en sorte qu'on ne demande pas davantage aux parents. Puisque si le gouvernement est arrivé à surseoir ces frais scolaires, c'est justement pour rendre la tâche un peu plus facile aux parents. Donc, on ne doit pas leur en rajouter en leur demandant plus. Déjà, 3 000 et 4 000, je pense, c'est déjà plus. Donc, le gouvernement voudrait véritablement que les parents d'élèves, plus c'est eux qui sont gestionnaires de ces fonds-là, puissent rester dans le strict respect donc, de cette cotisation, ne pas dépasser. Et donc, celui qui le fera, comme je le dis, les inspecteurs ne sont plus des inspecteurs de bureau. Je pense qu'on peut relever donc ces appels au niveau du ministre pour que sanctions soient faites. L'exigence là, Firmin Teko Agbo, elle n'est pas trop en un laps de temps des soubresauts. Ça risque peut-être de déranger tout le monde. Non, vous savez que le procès de Doji Kokoro, c'est un homme que moi j'apprécie, hein, c'est un grand ami. C'est un grand ami. Sauf que moi je me dis, sa méthode, bien sûr, il a une certaine ambition pour son domaine, son secteur. C'est-à-dire, non, c'est la méthode, elle est un peu brusque. Elle est un peu brusque et puis elle va secouer, bien sûr, qui va changer il va essayer de changer un certain nombre de codes, mais je pense que ça n'ira pas véritablement trop loin, où il n'aura pas les résultats véritablement escomptés, dans la mesure où il n'y aura pas une certaine adhésion. Vous imaginez, moi, comment je dis, bien sûr, on supprime les frais parallèles, mais il faudrait des mesures d'accompagnement. C'est ce que moi je dis toujours. Il faudrait des mesures d'accompagnement. C'est bien, on allège les tâches aux parents, tout ça, mais dans les lieux les plus reculés. Dans les lieux les plus reculés, que lui-même ne contrôle pas, ou peut-être des gens ne monteront pas forcément les informations. Est-ce que cela sera véritablement effectif? Voilà, parce que dans les mesures, Adam disait tout à l'heure que le gouvernement n'a pas de moyens. Le gouvernement n'a pas de moyens, bien sûr. Avant de prendre des décisions, je pense que vous devez voir un peu votre cagnotte, ce que vous avez. Et par rapport à cela, proportionnellement à cela, vous allez prendre des mesures. Le gouvernement se dit, mais je supprime les frais parallèles. Et maintenant, qu'est-ce que je propose? L'alternative, c'est quoi? Dans les lieux les plus reculés, bien sûr, on supprime les frais parallèles. Dans ces zones où on supprime les frais parallèles... Ce n'est pas les frais parallèles qu'ils ont supprimés, c'est la scolarité qui est supprimée dans cette mesure d'accompagnement. Les frais parallèles, c'est sur ça que porte le communiqué, mais seulement qu'il ne faut pas extrapoler. Oui, c'est ce que je dis, mais c'est du moment où vous prenez cette décision-là, quelle est l'alternative? S'il n'y a pas d'alternative, il n'y aura pas d'adhésion, en fait. Vous imaginez qu'il n'y aura pas d'adhésion. Dans un pays où on dit mais les frais d'inscription seront gratuits, présentement, au niveau du secondaire, vous n'aurez plus à payer, vous aurez à payer 0 francs. Mais quelle est l'alternative? S'il n'y a pas d'alternative, ça va être difficile. Alors que peut-être, ce sont ces frais-là dont certains chefs d'établissement ont besoin peut-être pour nourrir les caisses de l'établissement ou pour gérer un certain nombre de besoins de ces établissements-là. Moi, je dis, quelle est l'alternative? Bien sûr, on va prendre une décision qui va être, bien sûr, saluée. On va parler de ça sur les radios internationales, sur les médias internationaux. On va dire, au Togo, c'est l'équité genre. Au Togo, bien sûr, on fait des efforts sur le plan éducatif. Mais sur le terrain, on va avoir toutes les difficultés. Ce n'est pas possible. Moi, je me dis, il faut, bien sûr, ces décisions-là, bien sûr, elles peuvent être populaires. Sur le plan électoral, ça va beaucoup servir. Mais sur le terrain, nous allons souffrir. Sur le terrain, les enseignants vont souffrir. Sur le terrain, les élèves vont souffrir. Sur le terrain, les chefs d'établissement vont souffrir. Alors, avant de prendre ce genre de décision, il faut se dire, à telle décision correspondent ces mesures d'accompagnement. S'il n'y a pas ça, là, on aura tous les problèmes du monde. On ne résoudra jamais le problème du Togo. Mais bien sûr, on a une certaine ambition. Mais il faut faire les choses de façon échelonnée, de façon beaucoup plus graduelle et de façon beaucoup plus technique. Il y a les mesures d'accompagnement. Firmin a en partie raison. On ne peut pas venir à la maison et vouloir changer d'une manière brusque les choses sans mesure d'accompagnement. Oui, c'est vrai que lorsque vous prenez au niveau de ces frais parallèles, là, comme je le dis, cela dépend des besoins de chaque établissement où sont fixés dans ces frais d'établissement et de parallèles là. Et la plupart du temps, ça peut pour certains, ça peut ne pas pour certains suffire pour au regard du manque qu'il y a dans l'établissement. Donc même parlant des mesures d'accompagnement, il a cité tout à l'heure le cas
de la suppression des frais d'examen. Et ça, c'est le gouvernement qui organise les examens. C'est facile à faire. Puisque c'est facile à faire, le gouvernement a mobilisé les fonds qu'il faut et ça a été communiqué. Tous les Togolais sont tenus au courant. Voilà, c'est le gouvernement qui prend pratiquement en charge l'organisation des examens et il a mis les frais à disposition. Et là, ce qu'il a déploré, c'est que lorsque vous prenez, et majoritairement c'était au niveau des écoles privées, qui ont trouvé opportun de pouvoir réclamer encore d'autres frais à des élèves parlant du fait que voilà, nous voulons aller récupérer peut-être vos relevés, etc. Donc on impose ces fonds-là aux parents. Or, vous voyez dans cela que ça contraste drastiquement avec l'idée du gouvernement qui voudrait véritablement que voilà, les parents sachent véritablement qu'il y a eu un accompagnement, que cela n'affecte pas leur bourse. Et ça, directement, le ministre a pris un communiqué arrêtant cela. Que chaque établissement qui aura imposé d'autres frais aux élèves, des frais indus, serait fortement sanctionné. Et ça, c'est une bonne chose, puisque l'idée derrière ça n'est pas pour sanctionner l'école, mais c'est que nous sommes aussi dans une crise. Et que je l'ai toujours dit, lorsque tout abus au niveau donc de la bourse des parents doit être combattu. Et je pense que lorsque vous prenez pratiquement tous les ministères, c'est le professeur Dodi Kokoroko qui le fait. Il le fait assez bien. On a l'impression qu'il a plus de moyens, on lui donne plus de moyens bon, pour dérouler sa politique. Non, c'est ce que la plus... Moi, vous savez, lorsque la question se pose, même... Lorsque la sécurité également. Voilà, lorsque la question s'est posée, moi, la plupart ont l'habitude de me poser cette question en disant que voilà pourquoi la latitude qu'on a donnée au professeur Kokoroko, pourquoi les autres ministres ne l'ont pas. Ce n'est pas... En tout cas, jusqu'à preuve de contexte, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas savoir qu'on a donné une force à un ministre qu'on n'a pas donné à un autre. C'est une question d'audace. Cela veut dire que tout le monde a cette force-là, c'est l'audace. Le professeur la connaissance de son département et les mots qui minent son département qui vous guident. Le professeur Kokoroko, il vous en souvient, lorsqu'il est arrivé, la première chose qu'il a fait, qu'il a eu l'adhésion d'organisations d'enseignants, était quoi? Il a demandé, puisque certains sur des motivations politiques ont dit, voilà, bon, je suis à la retraite, je ne pars pas. Et il a dit tout de suite, je ne veux pas savoir quel motif pour lequel tu es là. L'essentiel est que tu es arrêté, il faut partir. Voyez-vous? Donc ça a été déjà apprécié par les organisations syndicales en disant que ce courage-là, ils ne l'ont jamais vu. C'est vrai que les habitudes, on a toujours l'habitude de le dire, les habitudes ont toujours la peau dure. Et lorsque vous prenez un peu les dérapages qu'on a connus et déjà qui s'est érigé pratiquement en règle pendant plusieurs années, il est très difficile lorsque vous vous attaquez à ces réformes-là que vous ayez l'adhésion. C'est ce qui fait que la plupart des établissements et majoritairement privés ont trouvé que voilà, le professeur Kokoroko était donc contre eux. C'est normal. Et ça se comprend. Ça se comprend. Parce que vous avez plus le temps de peut-être 30 ans, personne ne vous disait rien. Et en 2 mois, on vous dit que voilà, il faut arrêter. Vient mettre du sable dans votre radio. Comme on le dit souvent. Donc ça cause problème. Mais je pense que il faut le courage de le faire. Et à un moment donné, c'est vrai que dans un premier temps, il essaie de mettre les verrous en utilisant la méthode forte. Mais c'est vrai, vous avez vu, certains établissements sont allés à l'encontre pendant des coups de répétition. Il a juste fait de pouvoir les classer, leur dire que voilà, je vous ai à l'heure. Mais pour un premier temps, on vous laisse faire. Mais la prochaine fois, les sanctions vont suivre. Et donc, je pense que la pédagogie est là. Il est compté. C'est que ce ne serait pas difficile, ce ne serait pas facile à pouvoir enrayer par un coup de magique. Mais de toutes les façons, il arrivera. Et c'est déjà bon. Je pense qu'il appartient aux autres ministres de prendre les dispositions rigoureuses pour faire en sorte que leur département, connaître d'abord leur département, les mots qui minent leur département, c'est l'essentiel. Comme Adam l'a dit, le professeur Dodi Kokoroko, on a l'impression qu'il roule avec l'audace. Ouais, il me semble que c'est un peu sa nature. Quand il est arrivé à l'université aussi, on a l'impression que c'est la même chose. Il y a eu des changements en profondeur. On le qualifie de révolutionnaire. Quand il est arrivé à l'université, on a vu ce qu'il a. Donc, il a eu plusieurs ennemis dans sa propre maison. Vous imaginez au niveau de la faculté de droit même, il avait assez d'ennemis. Et au niveau du corps enseignant, il avait assez d'ennemis. Peut-être il s'est dit, peut-être pour reconstruire toute l'université, on n'a pas trop besoin de démocratie. Donc, il faut aller avec une méthode forte. Et donc, la méthode forte est en train de lui marcher.
marché, il a en 2, 3, 4, 5 ans, il a changé le visage de l'université. Bon, on va voir un peu peut-être aussi les offres de formation aussi concordent avec le visage de l'université. Mais il a changé quand même le visage de l'université. Et sur ce point-là, on peut le féliciter. On peut le féliciter. Et c'est la même méthode qu'il applique. On voit que c'est sa nature. Il va de façon brusque. Bien sûr, pour changer des choses, quelquefois, il faut aller de façon brusque. Mais il faut comprendre aussi. Là-bas, c'était l'université. Hein. C'était l'université. Le temple du savoir, même où vous avez les plus grands opposants. Les plus grands opposants. Ici, c'est un ministère. C'est un ministère. Donc, il aura encore le nombre de ses ennemis va aller crescendo. Ça, c'est clair. Va aller crescendo. Donc, ça va être très difficile. Mais bien sûr, ce qu'il on voit dans sa démarche ce jeune-là qui n'a rien à perdre. Qui n'a rien à perdre, mais qui veut prouver. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de moyens, il n'a pas d'intérêt à préserver ou pour dire si je ne fais pas ça, on va me sauter, si je ne fais pas ça, on va me sauter. Donc, il n'a rien à foutre avec ça. C'est la même chose avec ce qu'il a fait avec l'université. En fait, c'est pour cela qu'on l'apprécie. Mais ici, parce que, vous savez, la plupart de notre vie publique, ou que ce soit la vie sociale, que ce soit la vie éducative, est tellement menée par les problèmes politiques. Vous imaginez, il y a de la politique partout, politique politicienne, partout, dans tous les secteurs du Togo. Quand on voit le secteur de l'éducation, vous imaginez, on dit, il y a des gens qui sont admis à la retraite depuis longtemps, mais qui refusent de partir. Peut-être il y a une même politique qui les soutient. On ne sait jamais. Donc, et quand il est venu, il a constaté un certain nombre peut-être d'anomalies, un certain nombre de choses qui ne tiennent pas. Il se dit, mais il faut aller. Du moment où il a la bénédiction du chef de l'État, il peut aller et faire ce qu'il veut. Donc, il n'a pas d'intérêt, c'est ça en fait. Il n'a pas d'intérêt politique à préserver, à protéger, pour dire, ah, moi je veux rester ministre, tout ça. C'est ce qu'on lit dans sa démarche. Si peut-être c'est quelqu'un qui voulait demeurer ministre, il va juste venir rester là, jouer, faire la petite couberte, et puis peut-être faire les 5 ans avec le Premier ministre, et puis partir. Mais il n'a pas ça. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui veut changer les choses, qui veut changer de paradigme, qui veut peut-être inscrire le système éducatif togolais sur l'ère du modernisme. C'est une très bonne chose. Mais quand vous le voyez, par exemple, comparativement au professeur Aïwada, vous voyez la nette différence. Vous voyez la nette différence. Le professeur Okoloko, c'est avec plus d'audace, c'est avec plus de courage, et il veut foncer, il veut aller très loin. Le système éducatif togolais, c'est un monde compliqué. C'est un monde compliqué. Et ça démarche oui, mais ce qu'il faut aussi savoir, je pense que c'est un homme méticulé, mais qui sait aujourd'hui allier un peu les choix politiques par rapport à la démarche qu'il mène. C'est vrai, nous l'avons dit, qu'il a eu quand même de l'audace à pouvoir intervenir sur un certain nombre de domaines donnés, mais il n'en demeure pas moins quand même qu'il y a aussi des voix qui se lèvent sur le fait qu'il y a aussi des intouchables qu'il ne faut pas aussi toucher comme ça. Voilà. Il faut prendre le temps de les ménager. Puisque même au niveau même du sommet, il est très difficile de pouvoir toucher un certain nombre de temps. Mais lorsque vous ne le savez pas, que vous tombez peut-être dans l'inconnu, vous risquez peut-être de poser des actes qui risquent véritablement de retourner contre vous. Et je sais pertinemment peut-être qu'il calcule tout ça. Non, il calcule. C'est pourquoi je dis il s'est allié un peu l'audace à la stratégie politique, puisque de toute façon, nous sommes dans un environnement politique et nous avons su bien le faire, de comparer sa stratégie avec la dame de fer qu'on connaît en Côte d'Ivoire, qui fait pareillement la même chose comme lui et qui a eu des résultats. Adam Adjronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique Infinie. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci également à Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte son nom, c'est-à-dire Firmin Teko Agbo. Merci également à vous tous du Cap au Caire, d'Addis Abeba à Dakar. Merci également à tous ceux qui sont scotchés aux États-Unis d'Amérique et toute l'Amérique. Nous disons merci à nos chers amis également de l'Europe et d'Asie. Merci pour vos messages d'encouragement. Vous servir, c'est notre credo. À très bientôt.